Rebonjour, 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 je sais pas, ça dépend. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et dans quel monde vivons-nous? Voilà une introduction de qualité comme toujours sur Acropolis. Bienvenue pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Voilà. C'est un peu le bordel, hein, forcément, à chaque fois, entre le Conseil des ministres, les QAG, on fait plein de trucs en même temps. J'ai même eu le temps pour une fois de publier le replay, donc vous pouvez aller mettre un bon pouce bleu, et en même temps vous mettez un pouce bleu sous le live YouTube, afin que nous soyons en tête des recommandations. Voilà, je profite de cette introduction pour remercier Pozzo qui a fait un don pendant la rediffusion. Qui a fait un don de 5 euros et on le remercie grandement. Merci beaucoup Pozzo, je sais pas si tu es là pour le live, mais comme il était là entre les QAG et le Conseil des ministres, on n'a pas pu le remercier et son message n'a pas été diffusé. Du coup, on utilise le système de gestion de rediffusion de Twitch qui s'appelle VODcast et c'est pas encore complètement satisfaisant, mais c'est quand même assez pratique en termes de gestion, donc on se pose encore des questions à ce niveau-là, mais voilà. Donc tout le monde ne se rend pas forcément compte qu'on est en rediffusion et pas en live. Le jour où on aura une autre solution ou que Twitch évoluera à ce niveau-là, ça sera quand même un peu plus pratique. Alors, question d'actualité au gouvernement. Bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, ce midi plutôt, ceux qui n'étaient pas là pour découvrir que... qu'est-ce que je voulais dire? Ceux qui n'étaient pas là pour découvrir que Christophe Castaner a annoncé qu'il allait certainement quitter le poste de porte-parole du gouvernement. J'ai peut-être fourché quand j'ai dit... Je sais pas comment je l'ai dit en fait. A priori, ce qu'il aimerait, c'est rester secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, mais ne plus être porte-parole. Parce que 3 casquettes, comme il l'a déclaré à un journaliste, ça fait beaucoup. Pour un seul homme. Alors du coup, peut-être qu'il restera au gouvernement, mais qu'il sera plus porte-parole. Peut-être qu'il quittera le gouvernement. Voilà, c'est beaucoup de questions. Ce sera peut-être juste un changement de porte-parole en fait. Peut-être pas de remaniement. La question reste ouverte, on en saura plus, a priori de toute façon il sera plus porte-parole dans 3 semaines, c'est-à-dire après le 18 novembre. Il faudrait trouver un moyen de mettre un gros patch visuel pour indiquer rediff. Alors c'est déjà marqué VODcast en haut et c'est marqué rediffusion dans le titre. Et le problème c'est que les vidéos qu'on rediffuse sont celles qui sont enregistrées automatiquement par Twitch pendant les lives. Et du coup, on peut pas rajouter quelque chose sur les vidéos, donc c'est compliqué. C'est qui les autres candidats, Sylvain? Les candidats à quoi, le gros gag? Bonjour Fanny. Oui, j'ai bien mangé, merci. Les pâtes étaient bonnes. Il y a des précédents de leaders de parti étant en même temps au gouvernement. Alors Charles Maurice, on s'est posé la même question avec Alexandre pendant le déjeuner. Et le dernier exemple en date qui m'est venu à l'esprit, c'était François Bayrou, qui était ministre de la Justice, garde des Sceaux et président du MoDem. Alors le MoDem n'est pas en marche, sans jeu de mots. Du coup, voilà, est-ce que c'est comparable, est-ce que c'est pas comparable, je ne sais pas. Pourquoi c'est pas Macron le patron, il perd le contrôle du navire? Mais parce que c'est le président de la France, il a 2-3 trucs à gérer de plus importants qu'un parti politique? Peut-être. Tu as pu mettre du beurre avec tes pâtes? Non, il y a une pénurie, je te rappelle. Et je sais que c'est pour ça que tu poses la question. Il parle des autres candidats éventuels pour la présidence du parti En Marche. Alors je ne sais pas, a priori non, mais je ne sais pas. Il faudrait aussi que tu changes de chemise, c'est la même que la rediffusion de ce matin. Ah ouais, quelle indignité. C'est moche, hein. Mais on n'a pas de budget pour les chemises. Faites des dons pour me permettre de m'acheter des chemises. Ou des chemises Acropolis qui n'existent pas encore, peut-être, hein, qui sait un jour. Alors, je réponds au message que j'ai reçu, parce que ça concerne les QAG. Jean Massier qui m'a déclaré ne pas regarder les QAG pour ne pas me mettre la pression. Voilà, le respect du travail des collègues. Et une remarque... Une remarque de Valentine. Vous savez Valentine, celle qui fait des émissions sur Acropolis de temps en temps. En fait, parmi les députés qui vont poser des questions au gouvernement aujourd'hui, il y aura le député pour lequel travaille Valentine, Julien Dive, qui sera le 3e à poser sa question. Et donc elle me parle à ce sujet. Voilà. Valentine qu'on embrasse, comme Jean Massier, et comme tout le monde. On embrasse également beaucoup Amy, Romain, Thomas et...
tombe toujours dans les prénoms, et Benoît, qui sont en train de faire un travail exceptionnel de préparation des QSG. Merci infiniment, vous m'avez permis de manger mes pâtes. Mes pâtes. Alors, demande à Fillon, Sylvain, il a peut-être te donné son costard, mais je crois qu'il les a rendus, ces costards, Jojo. Mais je veux juste une chemise. Des t-shirts, tu connais? Oui, je connais, oui. C'est Jean Massier qui m'a fait découvrir les t-shirts. C'est tellement mainstream les t-shirts. Moi je suis plus chemise-cravate, sauf que là j'ai pas de cravate. Et on embrasse évidemment la régie. Tu as raison, Fanny. On remercie Tom qui est toujours présent pour assurer la régie. Je vous embrasse tous, oui, je vous embrasse tous, parce que je vous aime. Vive la République, vive la France. Voilà, il est 14h51. Comme avant chaque session de questions d'actualité au gouvernement, je vais vous demander, vous, si vous étiez député, quelles questions vous poseriez sur l'actualité au gouvernement? Est-ce que c'est une question sur le CETA dont il a été beaucoup question au Conseil des ministres? Est-ce que c'est une question sur les travailleurs détachés, comme il y en a eu beaucoup hier? Est-ce que c'est une question sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est une question qui n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de raconter, ce qui peut être tout à fait pertinent? Voilà, la question est entière. Moi, je suis le président des bisous, effectivement. Et pendant que vous préparez vos questions, bonjour Monsieur Philippe, quel est le secret de votre swaggy swag? Une vraie question, je pense que pour une fois on n'est pas dans le choupa et ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y aura un pot de départ pour Castaner et est-ce qu'il y aura à manger? Une vraie question également, à laquelle aucun ministre ne saurait échapper, évidemment. Mais est-ce qu'il va partir du gouvernement ou seulement du porte-parole? La question reste entière. Question sur le revenu universel, ça passe, pas tellement firewall puisque le sujet n'est pas tellement d'actualité en fait. Monsieur le Premier ministre, pourquoi tu n'as pas mis de post-blow sur YouTube? Très bonne question Fanny également. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas rappelé suffisamment de fois. N'hésitez pas à aller mettre un bon pouce bleu des familles. Monsieur le ministre du budget, est-ce qu'un budget chemise sera créé pour ce quinquennat? Pour certains membres de l'opposition, il faudra peut-être un budget cravate. Ou pas? Question de point de vue. Monsieur le Premier ministre, peut-on diriger un gouvernement quand son parti est dirigé par des pieds nickelés? Je laisse la responsabilité de ces propos à Arast. Moi j'aimerais bien demander quelles concessions de négo ont été faites pour le CETA, mais bon en général ce genre de questions n'est pas répondu. Alors le CETA a été négocié CAPA avant par le précédent gouvernement, enfin même par l'Union Européenne, pas par le gouvernement en plus, donc c'est pas vraiment ça la question. Par contre ce que le gouvernement peut faire c'est présenter les mesures qui soient proposées à l'Union Européenne pour surveiller le CETA. Ce qu'ils ont annoncé tout à l'heure au Conseil des ministres. Monsieur le Premier ministre, est-ce que Macron est votre dieu et Castaner son prophète? Je ne suis pas certain que cette question sera posée en ces termes en tout cas. Bientôt on va faire la vidéo des best-of de Sylvain avec toutes ses blagues. Mais je fais pas de blagues moi, jamais. Monsieur le Premier ministre, quand Jean et Sylvain ont-ils la Légion d'honneur? Ça m'arrangerait d'avoir la Légion d'honneur pour des raisons purement budgétaires, puisque les personnes qui ont la Légion d'honneur, si je ne m'abuse, touchent une indemnité tous les mois. A priori. Et ça m'arrangerait pour finir les fins de mois, comme nous sommes actuellement le 25 octobre. Bref. Oh, et du coup, j'aimerais bien avoir la question sur les droits de l'homme en Égypte, et si affinité trollesque, je ferai la comparaison avec l'attitude de la diplomatie française avec le Venezuela. Mais tu n'es pas un troll capa, donc tu ne le feras pas. Hier, on a eu une question d'un donateur qui voulait savoir si on avait parlé des Français à Raqqa. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura une question sur Raqqa qui sera posée aujourd'hui en question d'actualité au gouvernement, d'après Jennifer Richard, notre espionne dans les réseaux. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Si, je voulais dire à la régie de faire attention parce que j'ai l'impression qu'il y a une information, un problème d'écran sur la scène QAG au niveau du nom du député. Voilà. Madame la ministre de la Culture, est-ce que vous comptez commémorer le centenaire de la Révolution d'octobre? Question troll. Ok, on est sur de la constructivité, c'est important, hein? Bravo, GG mentalité. Question sur le glyphosate qui valdingue à la Commission européenne. Oui, une très bonne remarque de Fanny. Ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on en a déjà parlé au moment du Conseil des ministres. La Commission européenne qui devait... la Commission européenne
devait légiférer, devait décider si elle renouvelait pour une certaine période l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate, et ça devait se faire ce matin, et finalement la décision a été repoussée. Donc on aura peut-être une question à ce sujet, effectivement. Alors en fait j'ai dit n'importe quoi sur la Légion d'honneur, formidable, formidable. Le député de Gênes va prendre la parole, a priori pas aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, trouvez-vous 5 en France des parents essayent d'appeler leur fils Djihad? Non. Je vous spoil la réponse, mais je suis pas sûr que la question soit posée en ces termes non plus. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous officialiser l'arrivée de Jean Massier comme porte-parole du gouvernement? Il faudrait déjà que Christophe Castaner quitte son poste de porte-parole du gouvernement. Le pouce en l'air, c'est pour la régie. Monsieur Gérard Collomb, que pensez-vous de l'affrontement de la police et de la gendarmerie? Ça, c'est une vraie question, même si c'est pas tellement forcément dans l'actualité immédiate. Par contre, mon petit doigt me dit qu'il y aura une question sur la police. Ah oui, ce serait très intéressant de savoir comment traiter les Français qui sont partis faire le djihad. Certes, certains sont débouchés, mais tous sont des êtres humains et doivent être traités de façon idoine. Donc il y aura une question sur Raqqa. Alors, est-ce que ce sera une question sur les Français à Raqqa ou est-ce que ce sera une question de politique internationale, savoir quelle est la situation actuellement à Raqqa et le point de vue de la France par rapport à ça, je ne sais pas encore. Mais plus plates excuses. Et la séance va commencer par une question d'un député communiste. Quoi, mort de rire, 6 $? Ah, la rente annuelle de la Légion d'honneur, d'accord. Sylvain, j'ai pas suivi pourquoi Christophe Castaner va plus être porte-parole du gouvernement. Eh bien, Firewall, c'est parce qu'il a été désigné comme candidat au poste de délégué général de En Marche, donc le plus haut poste de ce mouvement. Et donc, une question de journaliste ce matin au Conseil des ministres était: est-ce que ça fait pas beaucoup d'être à la fois secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et délégué général d'un parti pour un seul homme? Il a répondu si, il pense que ça fait beaucoup. Il y a la régie qui veut m'enfermer dans ma salle, c'est assez flippant. Voilà, et là je dis ça parce qu'il ne m'écoute pas, parce qu'il est en train de m'enfermer. Je me sens un peu en prison. Je me sens oppressé. Bref, monsieur le ministre de l'Intérieur, quand allez-vous renouveler les équipements de la police nationale, sachant que leurs véhicules ne passent même pas le contrôle technique et qu'ils sont donc dangereux pour ces mêmes policiers? Ça, c'est une vraie question, Raven. Hier, c'était la question sur la garde civile, qui permet de renforcer les effectifs de la police nationale en cas de besoin. Et j'entends l'hémicycle qui commence à se remplir. J'invite donc la régie à couper le son de l'hémicycle et à passer un petit générique QAG pendant lequel vous allez pouvoir mettre un pouce bleu sous le live YouTube. Et on se retrouve juste après le générique en direct de l'hémicycle pour les questions d'actualité au gouvernement. Et rebonjour à tous. Ah, on a oublié le magnifique plein écran. Ah, voilà. Merci la régie. Salut à tous, on est bien en direct de l'hémicycle pour les questions d'actualité au gouvernement de ce mercredi 25 octobre 2017. Ce générique est vraiment cool, je suis d'accord avec toi, Maïko Barou, un générique qui nous a été proposé par le fabuleux Théo, que vous retrouvez régulièrement dans le chat. Alors, il y a encore 2-3 questions avant que la séance commence vraiment.
Heureusement que Sylvain annonce le générique, comme ça j'ai le temps de baisser le son. Oui, c'est un peu ça. Monsieur le Premier ministre, aimez-vous vous beurrer la tartine? Fanny, une question pertinente hein, pour une modératrice de ta qualité. Tant que ce ne sera pas Hubert Bonisseur de la Batte, je pense que le Premier ministre ne répondra pas à cette question. Alors, une question un peu polémique et légèrement orientée de Stilfresh qui dit Monsieur le ministre, pensez-vous écouter vos concitoyens? Alors je corrigerai en disant des concitoyens, en proposant un moratoire sur les compteurs Linky ainsi que leur dangerosité et la polémique actuelle que suscite l'installation, qualifiée d'illégale par Stilfresh, de ces compteurs par Engie. Question légèrement polémique. C'est pas tellement dans l'actualité, mais il y a une installation actuellement, effectivement, des compteurs avec la télé-relève. Question pour le Premier ministre. Allez-vous chercher des nouveaux moyens de communication pour redonner envie aux citoyens d'être informés de façon interactive sur l'actualité gouvernementale? Par exemple l'Acropolis, évidemment, qui permet de comprendre facilement et de pouvoir interagir en cas de questions avec des gens. Alors c'est bien que tu poses la question au Premier ministre parce que Édouard Philippe fait partie des rares qui fait des Facebook Live en répondant aux questions des internautes. Et il en fait un, je crois, tous les mois. Il en fait un demain soir notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lui poser vos questions. Selon vous, il est légitime d'attribuer la Légion d'honneur à des personnalités étrangères, par exemple le roi Salman. Alors je ne sais pas quels sont les critères d'attribution de la Légion d'honneur. Est-ce que la nationalité doit vraiment rentrer en ligne de compte? Ça dépend des critères. Quel est le sens de la Légion d'honneur, en fait? Ah, et François de Rugy qui arrive dans l'hémicycle. La séance est ouverte. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Sébastien Jumel. Et c'est Sébastien Jumel qui prend la parole, le député communiste. Depuis plusieurs mois, les acteurs de la ville interpellent le président de la République sur les conséquences graves de vos mesures d'austérité pour les quartiers populaires. Tous les leviers de la politique de la ville sont amputés: logement, insertion et accompagnement social, vie associative. Annulation de 46 millions d'euros de crédits politiques de la ville, réduction de 150 000 emplois aidés nombreux dans ces quartiers, baisse des APL imposées aux bailleurs sociaux dont certains menacent de se retirer des opérations de renouvellement urbain. Ainsi, vous avez fait le choix de fermer les vannes brutalement, prenant le risque de gâcher ce qui se fait de mieux dans les quartiers les plus touchés par la crise. Sans que cela ne soit annoncé dans la campagne électorale, sans la moindre concertation préalable, sans qu'aucun acteur n'ait pu anticiper à ce qui s'apparente un véritable coup de sabre. Le consensus sur le niveau de solidarité nationale pour les quartiers populaires est rompu. Cette rupture ne connaît pas de précédent. Au point qu'il y a quelques jours, réunis à Grigny avec l'ensemble des acteurs de la politique de la ville, 150 maires de tout l'arc politique, en présence de Jean-Louis Borloo, ont fait une déclaration solennelle appelant le président de la République à un sursaut. Il vous appelle à prendre la pleine mesure de la situation grave et socialement risquée dans laquelle se trouvent les quartiers les plus populaires de notre pays. Nous vous le disons solennellement, vous ne pouvez demeurer silencieux et aveugle devant un tel appel à ce qu'il montre des fractures de notre pays. Député communiste Sébastien Jumel qui utilise pour son argumentation différents éléments de différentes décisions qui ont été prises par le gouvernement actuel et qui, selon lui, pénalisent toutes la politique de la ville et donc les quartiers populaires de l'État partout et les présidents et les maires des communes se manifestent contre ça. Le poids de la vie dans ces espaces délaissés de la République, il est plus encore. Il y a Philippe Poutou devant le bureau d'Acropolis. La parole est à monsieur. Tu l'embrasses de la part de la communauté d'Acropolis, Alexandre. La cohésion des territoires. Dis-lui de venir nous saluer, tiens, ça peut être drôle. Mesdames et messieurs les députés, monsieur... Demande-lui s'il connaît Acropolis et l'UPR. Entendu votre question, et d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion en commission d'y répondre au moins partiellement. Le gouvernement est parfaitement conscient des difficultés qui existent dans ces quartiers.
Nous en sommes conscients, mais ce qui se passe dans ces quartiers n'est pas simplement la résultante de la politique qui serait menée depuis le mois de juin. C'est le résultat de décennies au cours desquelles, malheureusement, et je l'ai déjà dit ici, la République s'est retirée. C'est Jacques Mézard qui est en train de parler. Et tu ne le trouves pas dans la liste. Je vous l'ai déjà dit. Nous avons un devoir commun. C'est effectivement de répondre à cette urgence. Nous en sommes parfaitement conscients. Et nous avons, au niveau du gouvernement, au niveau de mon ministère, consulté, reçu. Vous avez parlé de Jean-Louis Borloo. Je suis en contact régulier avec lui. Et son expérience nous est utile. Et bien sûr, l'appel ce que vous appelez l'appel de Grigny, nous l'avons entendu, il émane d'élus de sensibilités diverses, qui d'ailleurs ont manifesté en faisant chanter la Marseillaise pour dire très clairement l'attachement qu'ils avaient, comme vous, comme nous, aux valeurs de la République. Mais ne caricaturez pas l'action du gouvernement. La réponse, nous aurons un comité interministériel de la ville qui sera réuni sous l'autorité du Premier ministre au mois de décembre. Et d'ici là, effectivement, nous travaillons sur un plan pour aller plus fortement dans ces quartiers, dans un certain nombre de quartiers, car vous le savez, il y a 1500 quartiers politiques de la ville, mais il n'y en a pas 1500 qui sont dans cette situation-là. Donc, ce plan, nous y travaillons, et sachez qu'il ne faut pas caricaturer les choses. Et donc Jacques Mézard qui annonce qu'un plan est travaillé dans le cadre de la politique de la ville qui débouchera en décembre, je crois, si j'ai bien compris. Ce problème. Mais sachez, et vous le savez, qu'au niveau du budget, nous avons sanctuarisé les crédits. C'est la première fois. Nous l'avons dit que pour les 5 ans, ils seraient sanctuarisés. Nous avons confirmé le milliard pour l'ANRU. Ça ne suffit pas, mais sachez que nous sommes à votre écoute. La parole ANRU, Agence nationale pour la revalorisation urbaine, quelque chose comme ça. Rénovation urbaine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, question de Philippe Chalumeau, député de l'Indre-et-Loire. Il est médecin. L'état-major de la coalition internationale contre Daesh a confirmé ce vendredi 20 octobre la libération de la ville de Raqqa en Syrie. La question sur Raqqa. Ce sont donc bien les forces démocratiques syriennes, soutenues par la coalition internationale, qui ont repris la ville. Nous devons d'abord saluer unanimement cette victoire, et en particulier le courage de nos soldats et de toutes celles et ceux engagés dans ce combat face à l'horreur terroriste. Mais arrêtez avec vos crédits, il faut pouvoir les rembourser le crédit, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors là, on ne parle pas d'un prêt, on parle pas d'un emprunt. On parle de crédit alloué, c'est-à-dire de l'argent qui est débloqué dans le budget, qui est prévu dans le budget pour être dépensé sur ce projet-là. C'est pas un emprunt de leur vie l'ENA. Dans la défense de la liberté. N'oublions jamais non plus que c'est à Raqqa qu'ont été imaginées, organisées et planifiées de très nombreuses actions terroristes dans le monde, en particulier les terribles attentats de Paris du 13 novembre 2015, notamment celui du Bataclan. Raqqa comptait avant la guerre 220 000 habitants. C'est aujourd'hui un champ de ruines totalement miné. Les défis de stabilisation, de pacification et de reconstruction qui sont devant nous sont immenses et de nombreuses questions se posent aujourd'hui à nous. Si cette victoire est incontestablement une avancée majeure dans la lutte sans merci contre Daesh, nous sommes toutes et tous conscients ici que nous n'en avons pas encore fini. Nous connaissons en effet sa capacité à se réorganiser. Quelle est la signification du pins porté par le député de la République En Marche? Je ne sais pas, Valentine. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans le chat? Depuis la victoire de vendredi et de manière encore extrêmement prudente, est-ce qu'il y a une journée mondiale spécifique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un événement? Très long chemin de la construction d'une paix durable dans cette région du monde si meurtrie. Monsieur le ministre, au regard de votre expérience, pensez-vous que le temps est venu pour la politique de reprendre la main en Syrie? Comment voyez-vous l'évolution? La parole est à monsieur. Donc, la question qui était un peu trop longue, c'est sur la situation à Raqqa et quelle est la vision de la France par rapport à cette évolution. Monsieur le député Philippe Chalumeau, Raqqa est tombé sous l'action forte des forces démocratiques syriennes, avec le soutien de la coalition et donc le soutien des forces françaises, que je salue aussi en votre nom et au nom du gouvernement de la République. Raqqa est tombé, c'est un symbole. C'est le symbole parce que c'est de Raqqa que sont venus l'essentiel des actions terroristes à l'extérieur de la Syrie, et singulièrement c'est de Raqqa que sont venus les commanditaires des actes de barbarie au Bataclan et dans cette
funeste soirée du 13 novembre 2015. C'est à ce moment-là, monsieur le député, que le président Hollande a considéré que Raqqa devait être un de nos objectifs de guerre. Nous avons aujourd'hui concrétisé cette demande. Mais pour autant, le danger n'est pas écarté. Certes, Jean-Yves Le Drian qui se félicite de la reprise de Raqqa, de la perte de Raqqa pour l'État islamique surtout. est en voie d'achèvement. Il se regroupe maintenant. Mais ce n'est qu'une étape. C'est un symbole important, mais ce n'est qu'une étape. La bataille de l'ombre va commencer. Et il nous faut ne pas perdre la paix. Et donc faire en sorte que l'ensemble des actions, que ce soit l'acheminement humanitaire, la sécurisation, la réconciliation, la transition politique et la reconstruction puissent se mettre en œuvre dans un forum adapté à la reconstruction de la paix. C'est ce à quoi nous nous employons en faisant en sorte... Il n'a rien dit. Capa, c'est une question Choupa pour valoriser l'action de reconquête de Raqqa. En fait. Dans la région confirmer l'action de la France contre le terrorisme en s'impliquant localement. Et surtout le maintien d'une Syrie unifiée et intégrée. Merci, monsieur le maintien d'une Syrie unifiée et intégrée. est à monsieur Julien. C'est assez important par rapport aux initiatives kurdes. Donc une question de Julien Dive, le député de Monsieur le ministre, Valentine. pendant la campagne présidentielle, les principaux candidats avaient promis de renforcer les effectifs de police. Aujourd'hui, le président de la République annonce la création de la police de sécurité du quotidien qui vise à lutter contre le sentiment d'insécurité. Lutter contre un sentiment. Lutter contre l'insécurité même, contre la délinquance est largement préférable. Les policiers ne veulent pas de concept, ils veulent des moyens. Or, on ne sait rien de cette police de proximité. Rien de ses moyens, rien de ses missions. Les policiers ne veulent pas non plus d'un retour aux vieilles lubies de la police de proximité. Alors, la PSQ fait-elle partie d'une politique de hausse des effectifs? Allez-vous PSQ, politique de sécurité, police de sécurité au quotidien. Effectifs existants. Le problème du sous-effectif est chronique, monsieur le ministre. Et les menaces, tout autres de celles il y a 15 ans. J'ai interpellé vos prédécesseurs précédemment, sans réponse. Chez moi, dans l'Aisne, Saint-Quentin est dans une situation de sous-effectif. Julien Dive, il est chef de projet dans l'industrie. La mairie vous a adressé une demande pour expérimenter la PSQ. Et elle n'est pas la seule. De nombreuses villes de province ont fait acte de candidature pour intégrer les 15 villes tests de 2018. Soyons honnêtes, un tel engouement n'est pas seulement dû au changement de doctrine, c'est parce qu'elles ont besoin de moyens supplémentaires pour assurer la sécurité de leurs habitants que ces villes vous ont écrit. L'indicateur EDFA, qui permet d'affecter les policiers sur le territoire, n'est plus adapté aux réalités du terrain, principalement en province. Et vous n'abordez pas cette réforme, monsieur le ministre. L'axe Paris-Lyon... Une question assez technique sur l'organisation de la police nationale à l'échelle Monsieur le ministre, la question est double. Quels seront les moyens alloués à la PSQ? Pouvez-vous nous confirmer qu'elle accompagnera une augmentation des effectifs de police sur tout le territoire? Quelles seront les zones d'expérimentation? Visez-vous uniquement les métropoles ou allez-vous aussi soutenir les villes de province? Il est temps que l'État joue pleinement son rôle dans cette mission régalienne sur l'ensemble du territoire et pour tous les Français. Merci, monsieur le député. Voilà, quel moyen de donner la police de sécurité au quotidien annoncé par le gouvernement, mais encore peu détaillé, voire pas détaillé du coup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. C'est Gérard Collomb qui répond, ministre de l'Intérieur. Je crois que vous avez raison dans votre question de mettre l'accent sur l'évolution des effectifs. Ils sont en effet cruciaux. Si nous regardons la période passée, nous nous apercevons qu'entre 2007 et 2012, 12 500 emplois ont été supprimés. Gérard Collomb qui rappelle que sous le quinquennat Sarkozy, il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois dans la police nationale. Et 6200 dans les forces de sécurité en général. Dans la gendarmerie. Sur la période 2013-2016, j'essaye d'être le plus factuel possible. 6500 emplois ont été recréés. 3618 policiers et 2180. Gérard Collomb qui explique aussi qu'il y a eu une augmentation du nombre d'emplois dans la sécurité sous le quinquennat précédent. Le président de la République s'est engagé à créer 10 000 postes au cours des 5 prochaines années
Et nous allons commencer. Et donc il y a l'objectif de création de 10 000 postes l'année prochaine, dès 2018. Ce sera le premier élément de la police de sécurité quotidienne. Mais en même temps, grande nouveauté, nous avons décidé de travailler en commun, ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice, parce que la réponse doit être double. C'est ce qui a été dit hier. Gérard Collomb qui annonce qu'il va travailler avec le ministère de la Justice pour rendre plus cohérent l'action de sécurité et de justice au quotidien. Donc 10 000 créations de postes sur le quinquennat à partir de 2018. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2018 prévoit la suppression du régime social des indépendants pour être remplacé pour l'essentiel de la protection sociale par un adossement des travailleurs indépendants au régime général dont bénéficient actuellement les salariés. Nous ne pouvons que saluer cette réforme majeure dont la dynamique s'inscrit résolument autour des principes de modernité, de simplification et surtout d'efficacité. La majorité à laquelle j'appartiens vous en remercie et vous apporte son soutien total. Une partie des dysfonctionnements initiaux du RSI résultait notamment du déploiement d'un système de gestion informatique inadapté, au préjudice direct des bénéficiaires. Le transfert vers le régime général de plusieurs millions de travailleurs indépendants. Donc là, on parle de la suppression du RSI, enfin de la fusion du RSI dans le régime général. Le RSI, le régime social des indépendants. Éprouvés par un régime non satisfaisant. Et donc, monsieur le gouvernement, expliquez-nous à quel point cette évolution du RSI est une bonne chose pour les indépendants. Technique de cette réforme. Aussi, ma question est la suivante, Madame la ministre. Je fais moins de 2 minutes pour la question. Quels moyens et outils entendez-vous mettre en place permettant de garantir une gestion et un service de protection sociale continu, réactif et de qualité pour les travailleurs? 10 000 créations, ça ne compense pas la perte de 2007 à 2012. Non, mais Gérard Collomb a expliqué qu'il y a eu une création de 6 500 dans le quinquennat précédent. Donc la question était de Claire Pitola, députée En Marche de la 2e circo des Bouches-du-Rhône. Madame la députée Pitola, ingénieure en aéronautique. J'entends les avertissements que l'on nous fait sur les aspects informatiques et je les comprends. L'expérience de la mise en œuvre du RSI, et plus particulièrement ce qui avait été appelé à l'époque l'interlocuteur social unique, est là pour nous l'apprendre. Donc une des craintes par rapport au RSI, c'est qu'une des choses qui était reprochée, c'est le système informatique qui est complètement opaque et souvent qui fonctionne assez mal. Le 31 décembre, ce qui voulait que les agents ne savaient pas comment répondre correctement aux solutions, aux problématiques posées. En fait, c'était un sac de nœuds important et il y a des inquiétudes sur l'intégration du RSI dans le régime général. Comment ça va se passer? Est-ce que ça restera un régime unique? Et surtout, est-ce que ça va causer de nouveaux problèmes sur le plan il n'est pas question de s'exposer au même risque. L'ensemble des systèmes d'information qui servent actuellement de support pour la gestion de la protection sociale obligatoire non, rien à voir avec le tiers payant Xen pour l'instant. Sera mutualisé dans un groupement d'intérêt économique associant les caisses nationales du régime général et les caisses héritières du RSI. Ce GIE devra déterminer comment gérer domaine par domaine. Il ne s'agira pas de tout faire comme en 2008 dans un grand Big Bang. Donc comment gérer domaine par domaine l'évolution des systèmes d'information pour arrêter quelles sont les bonnes solutions. Réécriture partielle, suppression au profit des outils déjà existants au régime général, construction de nouvelles briques dans les systèmes d'information du régime général. Rien ne sera débranché avant que des tests poussés ne soient menés afin de vérifier l'absence totale d'impact pour les assurés. Un comité de surveillance indépendant, prévu par l'article 11 du PLFSS, donnera obligatoirement son avis sur chaque évolution et aucune... Donc un comité de suivi va être mis en place pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problématiques liées à l'installation de nouveaux systèmes d'information sur le RSI. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire, nous connaissons la difficulté de votre tâche. Et je n'ai même pas besoin de fermer les yeux pour imaginer les coulisses de certains arbitrages, quand nous qui ici avons voté la loi interdisant les néonicotinoïdes, c'est l'ancienne ministre Delphine Batho en France d'un nouveau pesticide tueur d'abeilles ou en ce qui concerne le glyphosate. Sur le glyphosate, c'est vrai, la France a voté contre son renouvellement pour 10 ans. Mais il nous semble que la question aujourd'hui n'est pas celle de la durée de son renouvellement, mais celle de son interdiction.
comme le Parlement européen l'a voté hier. Il semble... c'est pas tout à fait exact. Le Parlement européen n'a pas voté pour l'interdiction, mais a voté pour une résolution visant l'interdiction. Il n'y a pas de pouvoir à ce sujet. Le Parlement européen, c'est la Commission qui décide. Du temps, la planète n'en a plus. Et pour Est-ce que la régie m'entend? Ce sont les destructions qui sont irréversibles. Car d'ici 5 ans, combien d'espèces auront disparu? Combien de substances dangereuses continueront d'empoisonner nos enfants et de tuer les abeilles? Delphine Duatto, qui est députée PS des Deux-Sèvres, donc qui s'exprime sur le domaine du glyphosate, elle souhaite l'interdiction. Vous avez déclaré à propos des fabricants de pesticides, je cite, le gouvernement va répondre il faut que l'on arrête d'être naïf. On va interdire, mais il faut trouver des solutions alternatives avant. Croyez-moi, on se sent tous menacés par ces firmes-là et ils ont des moyens de pression que l'on subit les uns et les autres. Delphine Batho, donc elle a été ministre de l'écologie dans le deuxième gouvernement Ayrault, après avoir été ministre déléguée à la justice dans le premier quelle que soit gouvernement Ayrault. Sur ces sujets, nous ne pouvons pas accepter qu'un ministre de la République subisse des pressions de quelques firmes que ce soit, et surtout de Monsanto. Ce doit être l'honneur de notre Elle dénonce les lobbies, évidemment. Par-delà les sensibilités, de réagir vivement. Et j'appelle aussi les citoyens à se mobiliser, parce qu'en dépit des efforts du ministre de l'écologie, il semble aujourd'hui qu'au plus haut niveau Madame de l'État... la députée. La question est trop longue. La parole est à monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique. Et oui, les règles sont les mêmes pour tout le monde. C'est Nicolas Hulot qui répond sur le glyphosate. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Batho. Je vous remercie de votre soutien. Et vous l'avez dit, on en a besoin. On en a besoin parce que c'est un sujet de santé et c'est un sujet, je pense, que dorénavant, il faut en prendre acte, on ne mettra plus sous le boisseau. Je pense qu'on est sorti de cette idée que l'on réautorisait sans autre stratégie. Nous sommes maintenant dans une stratégie de fermeté, de rationalité, pour, d'une manière progressive mais déterminée, organiser la sortie de l'utilisation des pesticides. Ce lien de causalité entre ces pratiques et la santé n'est plus à démontrer. Nous sommes dans un cas d'école du principe de précaution, nous n'en faisons pas régulièrement l'usage, et je pense que la France se grandirait, comme elle commence à le faire, à faire en sorte que l'Europe prenne véritablement plan étonnant sur les mains de Nicolas Hulot. Avec un seul objectif, sortir de l'ensemble des substances, parce que quand vous en interdisez 3, il y en a 2 qui rentrent. Donc oui, c'est important d'interdire des substances, mais plus important, c'est de changer les pratiques, changer les comportements et mettre tout en œuvre pour aider les agriculteurs à se saisir d'alternatives que notamment l'INRA possède déjà. Je vous remercie. Et donc voilà, le gouvernement qui considère que c'est un objectif plus global que simplement interdire, c'est de changer des pratiques et trouver des alternatives utilisables dès aujourd'hui. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, l'accès aux soins est un impératif. Je suis élue d'une région où la désertification médicale est une réalité, où les patients, même ceux qui habitent dans une métropole, sont confrontés à une grande difficulté pour trouver un médecin traitant, sans parler des spécialistes. Médecin, je suis comme vous persuadée que la réponse à cette situation ne tient pas en une seule mesure. C'est bien un panel de solutions pragmatiques qu'il faut mettre en œuvre. Dans le plan que vous avez annoncé, vous avez présenté plusieurs mesures, notamment le développement de la coopération entre les professionnels de santé. L'enjeu est bien de simplifier le dispositif. Sujet qu'on a déjà évoqué hier, notamment la coopération sur les territoires des professionnels de santé. Rapidement, dès 2018, la mise en œuvre de davantage de coopération. En effet, la mise en place des protocoles de coopération souffre aujourd'hui de lourdeurs administratives conséquentes et de durées de validation exorbitantes. De ce fait, il ne suffit pas pour répondre à cette urgence que constitue la difficulté dans l'accès territorial aux soins. La coopération entre les professionnels de santé doit donc être encouragée et accélérée par une simplification réelle des procédures et par la diffusion de nouveaux protocoles de coopération simplifiés entre les professionnels de santé. Stéphanie Rist, qui est rhumatologue de profession et qui est députée de La République En Marche du Loiret, et qui souhaite, et c'est une mesure qui est souvent relevée par les médecins, la réduction du travail administratif des
Aussi, des professionnels de Madame santé, la ministre, pour pouvez-vous leur permettre d'avoir dire plus de temps pour soigner quelles sont plutôt les que mesures de, concrètes que vous prendrez pour favoriser cette coopération? passer du temps à faire des papiers. Concrètes que vous envisagez pour encourager les initiatives territoriales? Et donc, Madame la Peut-on ministre, qu'est-ce que vous s'attendre faites de à terme bien à ce que ces pour la dispositifs santé? soient directement gérés par les ARS dans le cadre de recommandations émises par la Haute Autorité de Santé? Je vous remercie. Merci. Madame ARS, la Agence députée. régionale de santé. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rist, vous avez raison, il faut impérativement développer les coopérations interprofessionnelles autour du parcours du patient. C'est donc l'une des mesures que nous prenons pour améliorer l'accès aux soins sur tous les territoires. Et ces coopérations seront facilitées à la fois par la création de centres de santé ou de maisons de santé pluridisciplinaires, et aussi parce que nous allons proposer des tarifications au forfait ou des tarifications au parcours qui permettront à ces professionnels de s'organiser entre eux. Concernant la délégation de tâches, pour l'instant, celle-ci n'existe que dans le cadre des protocoles. Salut à tous les nouveaux qui arrivent. Agnès Buzyn qui réexplique ce qu'elle a déjà expliqué plusieurs fois dans les QAG précédentes. L'objectif est de passer à des parcours de soins cohérents plutôt qu'à des actes, des actes médicaux qui sont facturés à l'acte jusque-là, de manière à rendre plus cohérents les parcours de soins, à faire des économies sur le fait de ne pas répéter plusieurs fois les mêmes actes de soins et qu'il y ait une cohérence territoriale par rapport à ça. Kinésithérapeutes, de s'emparer d'actes qui leur permettra d'améliorer le parcours de soins des patients, sous réserve que ces protocoles soient évalués et permettent ensuite d'être déployés sur l'ensemble des territoires s'ils permettent une parfaite adéquation des moyens à la qualité des soins. Par ailleurs, nous développons pour les infirmières notamment un nouveau diplôme de pratiques avancées qui débutera dès septembre 2018 et permettra de faire évoluer les professions d'infirmières. Nous travaillerons également sur l'évolution des professions paramédicales. Je vous remercie. Merci, donc les professions d'infirmiers, La d'infirmières parole est à et monsieur paramédicales Vincent vont évoluer. Merci, Monsieur le Et Président. certains actes Monsieur le pourraient être Premier réalisés par des ministre, nouveaux il n'y aura professionnels de pas santé. paix sur cette planète Ça, c'est tant pas que les droits négligeable. de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. Alors que le président égyptien est en visite officielle sur notre territoire national, cette déclaration prononcée il y a bientôt 70 ans par René Cassin, l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la tribune de l'ONU, nous interroge puissamment sur le sens que nous donnons à ce combat permanent, combat qui doit engager la France tout entière et sans doute plus encore qu'une autre. Nombreuses sont en effet les organisations internationales qui dénoncent les dérives autoritaires de l'État égyptien et le régime répressif de son président. En recevant son homologue, le président de la République a déclaré que la France se tient aux côtés de l'Égypte car la sécurité de ce pays ami, c'est aussi notre sécurité. Ces intérêts supérieurs luttent contre le terrorisme et le fondamentalisme religieux. S'opposent-ils pour autant ou priment-ils en valeur absolue sur le respect inconditionnel que l'on doit accorder aux droits humains qui ne valent que parce qu'ils sont universels, comme l'affirmait le président Chirac? À plusieurs reprises, le président Macron a été très clair sur les droits humains et le droit international. Et nul ne pourrait remettre en cause son intention. Après avoir rappelé le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, il a déclaré que le combat contre le terrorisme devait être impérativement mené dans le respect de l'état de droit et des droits de l'homme et d'en appeler à l'engagement des consciences. Mais l'engagement des consciences est suffisant. Alors à la suite de Paul Valéry, qui considérait que la conscience règne et ne gouverne pas, je souhaite interroger le Premier ministre sur la politique internationale qu'il entend concrètement conduire sous l'autorité du chef de l'État en matière de droits humains. Je vous remercie. Question sur la politique internationale sur les droits humains, une question un peu compliquée, j'ai du mal à saisir le sens de la question. Et des affaires étrangères. Et il y a le président égyptien qui est en France actuellement pour contextualiser cette question. Vincent Ledoux. Député Vincent Ledoux, qui est député du Nord. Je vois pas. Député des Constructifs. Si je peux répondre, merci. Il est prof d'histoire géo. Vous m'avez interrogé sur la relation en C'est particulier Jean-Yves Le Drian qui lui répond. au moment où le président Sisi va être reçu dans quelques instants par le président de notre Assemblée. Je voudrais vous dire, monsieur le député, que l'Égypte est un partenaire essentiel pour la France. C'est l'État arabe le plus important, 100 millions d'habitants. C'est un État pivot. Il est essentiel pour notre sécurité.
Je voudrais dire aussi que ce pays est menacé par le terrorisme, qui viennent de Libye, qui viennent du Sinaï, qui viennent du Sud. Ce pays est aussi à l'initiative diplomatique, puisque c'est le président Sisi qui a initié la réconciliation palestinienne il y a quelques jours. Et donc, je le dis avec force, ce pays est un partenaire stratégique pour la France. L'Égypte est un partenaire stratégique pour la France. Ceci n'empêche pas de dire ce que nous pensons, et nous pensons qu'effectivement, la lutte contre le terrorisme, combat engagé par l'Égypte, est d'autant plus forte qu'elle respecte les droits de l'homme, qui sont incontournables. Et nous avons, avec les autorités égyptiennes, sur ce sujet, un dialogue franc, dans la discrétion, quand il s'agit de cas individuels, mais publiquement, comme l'a fait le président de la République hier, lorsqu'il s'agit de conception générale du droit. Donc sachez, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, que nous avons avec l'Égypte une relation partenariale, ouverte, engageante, mais aussi exigeante. C'est sous cet état d'esprit que nous accueillons en ce moment le président Sisi. Jean-Yves Le Drian qui rappelle l'attachement de la France aux droits de l'homme dans ses relations internationales. Merci Monsieur le Président. J'associe à ma question pour le ministre de l'Intérieur ma collègue Alexandra Valletta-Ardisson. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, la presse nationale a relaté une triste réalité connue et vécue par les habitants de ma circonscription du Calvados. Le sort de nombreux migrants, souvent mineurs, venus du Darfour et d'ailleurs. Ils vivent dans des abris de fortune, dans les bois et dans la rue à même le sol. Ils refusent, dans leur grande majorité, les hébergements et les accompagnements proposés par les services du département. Depuis plusieurs mois, ils tentent quotidiennement de rejoindre la commune de Ouistreham afin de prendre le ferry pour l'Angleterre. Dans leurs yeux, on lit la détresse et la peur. Ils fuient la misère ou la guerre. Ils portent les espoirs de leur famille. Ils ont tourné le dos à une vie qu'ils ne supportent plus. Leur retour au pays n'est pas envisageable. Il leur serait fatal. Pour eux, l'Angleterre est une promesse d'un avenir meilleur, mais elle leur offrira aussi de nombreuses désillusions. C'est pourtant leur rêve. Leur détermination à vouloir effectuer cette dernière traversée est forte et inébranlable. Christophe Blanchet qui parle des migrants qui veulent prendre le bateau pour aller en Angleterre. Malentendus, divisions et polémiques auprès d'habitants inquiets que nous devons entendre. Les services de l'État, les associations et des citoyens engagés font un travail remarquable pour au mieux cette situation. C'est quoi les badges fleurs bleues? La question reste entière, Fanny, on n'a toujours pas de réponse. Inexorablement. C'est sur le chat, mais vous n'êtes pas tous d'accord les uns avec les autres. Nous savons tous qu'il n'y a pas de solution miracle. Nous devons agir. Face à la situation que connaît la Normandie, pouvez-vous nous garantir que les mesures nécessaires sont prises avec des moyens à la hauteur des besoins? Dans le contexte du Brexit, n'est-il pas temps de renégocier les accords du Touquet afin de permettre à ces populations de tenter leur chance comme elles le souhaitent en Angleterre? Monsieur le ministre, nous ne pourrons pas éternellement retenir ceux qui font tant pour quitter leur pays et le nôtre. En Normandie, nos plages et nos ports qui ont connu jadis le débarquement ne doivent plus connaître la tragédie. Elles doivent être porteuses d'espoir et d'une vie meilleure. Je vous remercie. Merci. J'ai eu peur quand il a commencé à parler du débarquement. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Quelle réponse aux réfugiés qui sont en Normandie? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Blanchet. Oui, vous avez raison. La présence en Normandie d'un lien avec l'Angleterre via Ouistreham engendre la présence de nombreux migrants. Et en l'espace de quelques mois, le nombre de migrants a doublé. C'est pour nous une situation préoccupante. Et donc, nous essayons de faire en sorte que le gars encourage l'immigration illégale. Alors, pas vraiment, pas forcément. Il encourage les migrations. Parce que... illégales ou pas, on ne sait pas. Il peut y avoir du droit d'asile dans ces migrations. Mais il se trouve que parmi... la question n'est pas la légalité ou l'illégalité de la situation. Il y a à la fois des migrants du Soudan du Sud et des migrants du Soudan du Nord. Et donc, entre les deux communautés, c'est un affrontement assez grave. Pour essayer de maintenir le calme à Ouistreham, nous avons augmenté les forces de l'ordre de 30%. Nous nous sommes appuyés quotidiennement sur des équipes de réservistes. Ponctuellement, les militaires de Sentinelle interviennent dans la zone dans une logique dissuasive. Et enfin, depuis le 30 septembre,
un peloton de gendarmes La situation au Soudan, vous avez déjà été expliquée par Alexandre et pourra vous le réexpliquer la prochaine, des équipes départementales. à la prochaine communauté de l'ONU. Il faut faire passer un message. Il faut que l'Afrique se développe parce que c'est le lieu où nous devons essayer, faire en sorte que ces personnes vivent. Elles ne trouveront le bonheur ni en Angleterre, ni en Europe. Il faut que nous les aidions à vivre sur leur continent et à bien y vivre. La parole est maintenant à monsieur. Et il faut aider les réfugiés à rester chez eux. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, tous les jours, nous pouvons mesurer combien l'accélération supersonique des métropoles s'accompagne de fortes inégalités. Supersonique, on est sûr du terme. Et ces inégalités, vous les creusez par une attaque en règle des retraités et de l'accession sociale à la propriété, en augmentant comme jamais la fiscalité sur les carburants, en rabotant de 400 millions d'euros les budgets des agences de l'eau. La France à deux vitesses est en marche et la fracture numérique en est la plus criante illustration. Avec, d'un côté, les zones denses et rentables où les opérateurs financent les réseaux d'Internet haut débit sur leurs fonds propres, et de l'autre, les zones rurales où nos collectivités locales mettent la main à la poche pour financer ces mêmes réseaux. Ce n'est pas acceptable. Comme pour la téléphonie mobile, en Ardèche et dans de nombreux territoires, 98% de la population couverte, c'est juste un mensonge d'État. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures énergétiques entendez-vous prendre assez dur dans les pour réduire termes. ces inégalités insupportables et avec quels moyens? Car c'est bien la question des moyens que je vous pose. Donc une question très originale sur la proposition de loi sur les territoires ruraux défavorisés face aux métropoles, selon le député Fabrice Brun, qui est député de l'Ardèche et qui est pour booster l'aménagement chef d'entreprise avec la 4G, la 5G demain et le satellite, sans obérer les finances publiques, n'en déplaise aux opérateurs. Monsieur le Premier ministre, donnons-nous les moyens d'une péréquation digne de ce nom, comme nos prédécesseurs ont su le faire pour l'électrification des zones rurales. Oui, il a le sens de la mesure, effectivement. Quitter le costume de la République des métropoles, endosser l'habit de la France des territoires. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien de Normandie, secrétaire d'État chargé de la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le développement numérique a déjà été abordé de nombreuses fois. Je suis d'accord avec vous uniquement sur un point de vos propos. Effectivement, le numérique aujourd'hui, c'est la principale fracture territoriale. Et c'est pour ça qu'au premier jour, avec le Président de la République, avec le Premier ministre, nous agissons pour atteindre des objectifs très clairs. Il s'agit de donner accès au bon débit à tous d'ici 2020 et au très bon débit à tous d'ici 2022. Et alors, monsieur le député, vous avez proposé effectivement avec un certain nombre de vos collègues un projet de loi. D'ailleurs, il date de 2009 et vos collègues de l'époque ne l'avaient pas mis en œuvre. Mais ce projet de loi, monsieur le député, qu'est-ce que c'est? Ce projet de loi, c'est une taxe supplémentaire. C'est 900 millions d'euros de taxes supplémentaires. Eh bien, excusez-moi de vous le dire, nous ne serons pas le gouvernement des taxes supplémentaires. Nous serons le gouvernement qui diminuera les impôts. Nous sommes un gouvernement qui propose un projet de loi de finances avec une baisse de la taxe d'habitation, avec une augmentation de la prime d'activité, avec une augmentation du minimum. Julien de Normandie qui refuse de mettre en place une taxe proposée par l'opposition des Républicains pour financer le développement du numérique dans les territoires ruraux. On va travailler. A priori, a pris un projet de 2009 à l'époque où la droite était au gouvernement. Qui permet d'assurer 3,3 milliards de financement sur le numérique et dont 75 millions d'euros sur votre département, monsieur le député. Mais c'est aussi un travail avec l'ensemble des opérateurs, puisque les opérateurs, on leur demande d'investir plus. C'est possible de le faire dans la mesure où nous sommes au même moment en train de négocier avec eux les fréquences. Alors vous voyez, on a un objectif en commun, c'est d'améliorer le numérique. Mais on a une méthode différente. Nous, c'est moins de taxes, c'est plus de financement innovant. Alors je vous l'accorde, c'est plus difficile, mais à la fin, c'est beaucoup plus juste. Et donc, Julien de Normandie qui affirme la volonté du gouvernement de développer le numérique sans augmenter les impôts. C'est plus difficile, mais c'est plus juste. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre,
Le PLFSS 2018 marque la volonté de rendre notre système de santé plus performant. PLFSS, je rappelle, projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et nous nous en félicitons. Qui est en débat actuellement. Le gouvernement s'est engagé sur des sujets sensibles comme l'obligation vaccinale et l'augmentation. Avec la collègue de la députée qui la prend en photo pour le souvenir. Mieux vaut prévenir que guérir, et plus que d'actualité. Cette politique de prévention doit être précoce et s'appuyer sur notre système éducatif, où elle a besoin de retrouver un vrai souffle. Nous sommes soucieux des problématiques de santé mentale, de surpoids et d'obésité, d'addiction et de conduite à risque qui impactent la santé de nos jeunes. Et donc Marie Tamarel Verhaeghe, députée de l'Eure et qui est médecin. C'est un enjeu de santé publique majeur aujourd'hui. Elle a été UDI, puis MoDem, puis LREM. De jeunes étudiants en médecine pour y contribuer donne une dynamique nouvelle. Cette démarche, pour être efficace, doit s'intégrer dans une approche globale, embrassant l'ensemble des dimensions de la santé sociale, physique, mentale, environnementale, etc. Pour être efficace, elle doit entraîner l'ensemble de la communauté éducative, enseignants, parents, agents du département et même au-delà. L'ambition de cette démarche nécessite des professionnels formés et aguerris en santé publique. Pour soutenir et coordonner cette politique, des professionnels sur qui pourront s'appuyer tous les acteurs de la communauté éducative. Ma question est donc la suivante. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser comment vous envisagez la déclinaison d'une politique de prévention efficace, dynamique, fédérative et participative auprès de nos jeunes, en coopération avec le ministère de la Santé et des Solidarités? Quelles perspectives prévoyez-vous pour les services de promotion de santé en faveur des élèves et en particulier des médecins scolaires au cœur de cette politique? Merci, je vous remercie. Madame la députée. La parole est à Monsieur. Quelle politique de prévention à l'école? Et c'est Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel? Oui, c'est Jean-Michel Blanquer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Tamarel Verhaeghe, merci beaucoup pour votre question, qui est une question fondamentale pour notre société, puisqu'elle a trait à la santé des enfants. Cette question a une double dimension. La première dimension, c'est le suivi médical des enfants. Comme vous le savez, normalement, tous les enfants doivent être examinés à l'âge de 6 ans. Dans la réalité, cela ne se passe pas, faute de médecins scolaires en France. Ce problème n'a jamais été un problème de support budgétaire, de moyens budgétaires. Ouais, Jean Lassalle en train de manger les branches de ses lunettes. C'est pourquoi, avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nous avons décidé ensemble d'avoir une politique volontariste dans le cadre du PLFSS pour recruter y compris des médecins civils, des médecins non scolaires, pour contribuer à cette visite médicale. Le premier des objectifs que nous nous fixons, c'est l'effectivité de cet examen médical à l'âge de 6 ans. C'est absolument fondamental. C'est ce qui permet notamment de détecter... Alors Jean-Michel Blanquer qui... tous les problèmes qui ensuite sont handicapants. Augmenter les moyens pour que l'examen médical qui est fait normalement aux enfants de 6 ans soit effectivement réalisé. Très bien dit. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On pourrait citer beaucoup de sujets. Vous avez cité celui de l'obésité. Aujourd'hui, 12% des enfants de France sont en situation de surpoids. C'est un phénomène mondial, c'est un phénomène très inquiétant. Nous avons aussi 18% des enfants qui boivent des boissons sucrées. Ce n'est pas une bonne chose. Le PLFSS prévoit des mesures restrictives en la matière. Mais il y a aussi d'autres formes d'addiction. Il y a une augmentation des taxes sur les sodas qui est prévue a priori. À la pornographie. C'est un sujet que nous regardons avec la secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme, de façon à prévenir ce problème dans le futur, dès l'école primaire. Ces problèmes nous renvoient aussi à la relation parents-école. Nous développerons le dispositif Mal-être des parents qui permettra de sensibiliser les familles à tous ces sujets d'addiction, comme les questions relatives au tabac, à l'alcool et à l'ensemble des addictions, y compris celles qui sont liées à ce qu'on appelle parfois la société des écrans et qui peuvent être nocives pour les enfants avant 7 ans. Monsieur le ministre. Et donc plusieurs actions intergouvernementales. Merci Monsieur le Président. Pour la Ma prévention sur différents sujets. Les sodas, la pornographie, Notre collègue etc. François Ruffin vous a interpellé sur cette petite boîte de médicaments, la Dépakine. Vous n'avez pas du tout répondu à sa question, préférant la moquerie. L'association des familles victimes de la Dépakine a publié un communiqué pour vous faire part, je cite, de son indignation face à votre mépris. Des dizaines de mamans Dépakine ont exprimé leur colère sur leur page Facebook. Une journaliste de l'Obs s'écrit « Pas un mot d'Édouard Philippe sur un drame qui laisse dans l'expectative et le chagrin des milliers de femmes. Aussi, nous vous offrons une seconde chance. Le jeudi 20 juillet, vous vous rendiez en catimini sur le site Sanofi de Vitry.
Cette visite discrète, non secrète. Donc là, c'est une reprise de la question qui a été posée par François Ruffin il y a 15 jours. Le cercle de l'industrie. Mardi la semaine dernière. Vous étiez accueilli par le PDG de Sanofi, Serge Weinberg. Alors, nous nous répétons notre question. À cette occasion, avez-vous évoqué le dossier de la Dépakine? Avez-vous tapé du poing sur la table pour que Sanofi participe? Et Pozzo qui fait un don de 5 € pour que Sylvain satisfasse son addiction au kebab. Merci beaucoup, Pozzo. Notre collègue vous alerte également sur la suppression de 2000 postes de chercheurs en France ces dernières années. Alors que Sanofi bénéficie de centaines de millions d'euros en crédit impôt recherche, alors que Sanofi détient le record des dividendes versés aux actionnaires. Dans votre non-réponse il y a 15 jours, vous avez déclaré « On ne doit pas dénigrer une grande entreprise française ». Cela fait écho aux propos de M. Castaner, votre porte-parole, qui, toujours à propos de Sanofi, énonçait « Il ne faut pas critiquer une entreprise qui réussit ». Combien faut-il de victimes? Mélenchon n'a pas encore posé de questions. Si, la semaine dernière. Critiquer une multinationale, fût-elle française? Combien de licenciements? Est-ce pour cette raison également? Et donc une question de la France Insoumise de Caroline Fiat, la députée de Meurthe-et-Moselle, sur la position du gouvernement sur la Dépakine et sur ses liens avec l'entreprise pharmaceutique Sanofi. Maintenant à Madame Agnès Buzyn. Avant de vous passer la parole d'ailleurs, Madame la Ministre, je tiens à rappeler que l'article 9 des instructions générales du bureau interdit de brandir un objet, une pancarte ou quoi que ce soit dans l'hémicycle. Et je vous invite à respecter cela. Nous ne sommes pas là pour faire de la publicité positive ou négative à l'égard d'un produit. Vous avez la parole, Madame. Un petit rappel au règlement de la part de François de Rugy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fiat, c'est pour faciliter et accélérer... Pourquoi ils ne mettent pas de soignante, je ne sais pas. Ah. C'est pour faciliter et accélérer le processus d'indemnisation des victimes que le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique. Faciliter et accélérer le processus d'indemnisation. On a la vidéo de l'Assemblée nationale qui est en PLS. Le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique d'indemnisation centralisée au sein de l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Le comité d'indemnisation peut rechercher des responsabilités non seulement des exploitants du produit, mais aussi des professionnels de santé et enfin, et c'est une première dans le droit de la réparation amiable, de celle des autorités sanitaires. Un budget a été affecté à la réparation des victimes, car selon la Cour des comptes, il faut prévoir autour de 70 millions par an dès 2018. Il ne s'agit pas de payer à la place des fautifs, mais de faciliter la vie des victimes en leur permettant une indemnisation plus simple et plus rapide, et ainsi leur garantir cette indemnisation. L'objectif est de ne pas laisser les victimes assurer un risque contentieux. L'État assumera lui-même les actions contre les responsables. Donc en gros, ce qu'Agnès Buzyn explique, c'est que c'est l'État qui va attaquer Sanofi et qui va indemniser les victimes de façon à ce que ça aille plus vite et que ce soit plus simple pour les victimes. Et c'est l'État qui se débrouillera sur la partie contentieux avec les entreprises incriminées. 2015, avec des restrictions de c'est le projet. Pour la première prescription auprès de spécialistes. Il existe depuis mai 2017 un pictogramme femme enceinte qui explique que le produit est interdit chez les femmes enceintes depuis le 1er mai dernier. Et nous avons ajouté à ce produit une liste de produits tératogènes qui maintenant ont le même pictogramme d'interdiction chez les femmes enceintes. Enfin, je rencontre le 17 novembre prochain l'association des victimes de la Dépakine. Je vous remercie. Voilà, le gouvernement qui affirme son soutien et son action en faveur des victimes de la Dépakine. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Et pour le coup, ils ne sont pas rentrés dans le jeu des relations entre le gouvernement et de l'économie et des finances. J'y associe la députée de la Sarthe. Monsieur le ministre, les professionnels du voyage ont appris le 28 septembre dernier que le gouvernement n'allait pas leur donner raison dans le dossier de la responsabilité de plein droit. Cette décision est en contradiction avec une directive européenne sur les voyages à forfait que la France doit transposer avant la fin de l'année. Ce faisant, notre pays va se mettre en infraction par rapport au droit communautaire pour surtransposition et surtout affaiblir nos entreprises du voyage dans un marché déjà très concurrentiel. La responsabilité de plein droit est une responsabilité sans faute introduite par le législateur français en 1992 lors de la transposition en droit national de la première directive sur les forfaits touristiques, alors même que l'Europe ne l'imposait pas.
La responsabilité de plein droit revient à considérer que l'agence de voyage et le tour opérateur sont responsables à la fois juridiquement et pécuniairement de la mauvaise exécution du contrat de voyage, y compris lorsque le vacancier agit au mépris des règles les plus élémentaires de prudence. Avec la responsabilité de plein droit, la France va contrevenir à la directive qui établit une responsabilité classique pour faute et qui est d'harmonisation maximale. Cela ouvre la voie à un contentieux avec la justice européenne dont notre pays pourrait se passer. De plus, donc là, il est question d'un sujet que je n'ai pas compris, de transposition dans le droit national d'une disposition dans un européenne. marché où le commerce en ligne est très développé. La distorsion de concurrence se traduit déjà par le responsabilité des agences tour opérateurs. Compagnies acceptant d'assurer les acteurs français du voyage. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous demande s'il ne serait pas possible de revenir sur l'arbitrage qui a été rendu et ainsi renforcer la compétitivité des professionnels français du voyage. Je vous remercie. Merci, Madame la Donc on va avoir, j'espère, une explication plus claire dans la réponse de Bruno Le Maire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Gate, nous avons fait le choix de la protection du consommateur et nous pensons que c'est un choix juste et équitable. Vous partez en voyage, vous passez par une agence de voyage et on vous a promis une chambre magnifique de 50 mètres carrés avec vue sur mer. Et vous arrivez, vous vous retrouvez dans un cagibi avec vue sur le parking. Eh bien, la responsabilité du voyagiste est engagée de plein droit et nous pensons que ça n'est que justice, que ce soit au voyagiste d'apporter la preuve qu'il a fourni la bonne prestation et non pas aux voyageurs et aux clients d'apporter la preuve qu'il y a eu une malfaçon ou un dol dans la prestation. Aucune contravention avec le droit européen. Je vais être très clair avec vous, la directive en question n'abordait pas le régime de responsabilité de plein droit ou pour faute des voyagistes. Aucune distorsion de concurrence, parce que si vous faites appel à un voyagiste qui est installé dans un autre pays européen, eh bien c'est le droit français qui s'applique, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est à nouveau le prestataire de service dont la responsabilité est engagée de plein droit. Donc en fait, ce qu'explique Bruno Le Maire, c'est que la France a fait le choix que, dans le cas d'un conflit entre un voyagiste et un client, c'est le voyagiste qui doit prouver qu'il n'a pas commis de faute. Alors d'après le droit européen, a priori, ce serait plutôt au client de prouver que la prestation qu'il a reçue ne correspond pas à ce que lui a vendu le voyagiste. Elle représente près de 2 millions d'emplois, directs ou indirects, et croyez-moi, il y a 1000 autres façons sur lesquelles nous sommes engagés avec Jean-Yves Le Drian. Et comme c'est sur l'apport de la preuve et non pas la responsabilité finale, en France, selon Bruno Le Maire, il n'y a pas de incohérence avec le droit européen. Merci, Monsieur le Ministre. Et donc il n'y a pas de distorsion de concurrence à l'échelle européenne. Voilà, j'espère avoir été clair sur le... Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Ministre, pour arriver à l'objectif de 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, nous sommes dans l'obligation de diversifier nos sources d'énergie. Le développement de l'énergie éolienne est donc un enjeu majeur que nous devons saisir pleinement, mais surtout intelligemment. Depuis plus de 10 ans, les projets se sont multipliés sans cohérence territoriale, sans concertation avec les acteurs locaux et sans la considération que méritent les habitants. La presse relaie de plus en plus les nuisances que subissent les riverains. Dans mon département, la Somme, le premier de France quant au nombre d'éoliennes installées, des citoyens se sentent lésés face aux profits qu'en tirent les opérateurs et s'insurgent de l'impact sur la qualité de nos paysages. Monsieur le ministre, votre action se veut volontariste, mais à force de négliger la vie de nos concitoyens, vous générez un rejet en bloc de l'énergie éolienne. La France, deuxième puissance maritime du monde, se devait d'être leader sur l'éolien en mer. Mais là encore, l'absence de dialogue vous a conduit à l'échec. Rendez-vous compte, au large de la baie de Somme, un projet industriel offshore de 62 éoliennes de 210 mètres de haut a été envisagé. Pour des raisons incompréhensibles. Question sur l'énergie éolienne de la part du député Emmanuel Maquet, député de la Somme. Du parc naturel marin, des estuaires Picard et de la mer d'Opale. Évidemment, je m'y suis opposé fermement, ainsi que l'ensemble des élus et professionnels de la pêche, au regard des impacts sur la biodiversité et sur les ressources cynégétiques et halieutiques. Cela a permis le rejet du projet par le parc naturel marin le 20 octobre dernier.
Vous et vos représentants au sein de l'Agence française pour la biodiversité, suivrez-vous cet avis? Monsieur le ministre, le degré d'acceptabilité partout en France est maintenant atteint. Envisagez-vous d'encadrer le développement de l'éolien en écoutant enfin les habitants? La parole est monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre... Et donc Nicolas Hulot qui va répondre sur la question de l'énergie éolienne. Merci, monsieur le... Comment on développe l'énergie éolienne sans aller contre les intérêts des habitants? D'emblée, je ne peux pas vous donner tort. Jusqu'ici, on n'est pas vraiment très bon. Et il va falloir que l'on engage une concertation, mais je pense que la meilleure manière, c'est effectivement la pédagogie, mais porter une vision. Une vision sur ce que devra être le modèle énergétique dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans. Et je ne suis pas certain que jusqu'à présent, nos concitoyens aient une claire vision et surtout un sentiment de cohérence sur la manière dont nous voulons avancer. Mais je l'ai dit l'autre fois, chacun, évidemment, est pour la transition énergétique, mais dès qu'on veut mettre une centrale nucléaire, une centrale thermique, une éolienne ou des panneaux solaires, évidemment, il y a une forme de réserve. Il va falloir à un moment ou à un autre que l'on définisse ce pourquoi nous voulons aller. Alors, l'éolien offshore, ça se passe bien d'ailleurs de l'autre côté de la Manche, ça se passe mal chez nous, il y aura peut-être des enseignements à tirer, mais j'ai bien conscience de cette difficulté. Si je veux réussir la transition énergétique, il va falloir qu'on associe d'une manière ou d'une autre les citoyens. Ça ne se fera pas d'une manière autoritaire et ça se fera évidemment en étant à l'écoute de leurs réserves, mais il faut aussi que chacun se mette dans une ouverture d'esprit. C'est pour ça que j'ai lancé une démarche de réflexion quand même sur la simplification des procédures et des méthodes de développement des... Il met les centrales nucléaires dans l'écologie. Non, il met les centrales nucléaires, Fanny, dans le constat de on veut bien de l'énergie, mais il ne faut pas que ce soit chez nous, que ça nous embête, il faut que ça nous apporte que les avantages, mais pas les inconvénients. Non, c'est pas du vent. D'abord, le vent, on va en avoir besoin pour faire tourner nos éoliennes. Mais pour aller dans votre sens, c'est-à-dire pour engager la discussion avec l'ensemble des parties prenantes. En ce qui concerne le parc éolien du Tréport, j'ai entendu votre réaction. L'Agence française de la biodiversité est indépendante, elle prendra sa décision, mais en ce qui me concerne, on va examiner les raisons qui ont conduit à ce rejet et nous en tirerons des conclusions. Mais je vous ai entendu et j'en prendrai en compte. La parole est à monsieur Je vous ai compris. Donc plus de concertation et une vision à long terme. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, question de Jean-Luc Laglaise, député de dans le secteur des aéroports ont récemment concerné Paris, Nice, Lyon et auparavant l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Tout d'abord, ma première question concerne la méthodologie. Je voudrais savoir comment le gouvernement évalue la proportion du capital qu'il va céder et comment il s'assure de la bonne intégration des acteurs locaux dans le processus de cession. J'attire votre attention, Monsieur le Ministre, sur le fait que conserver une part importante, voire prépondérante, sur ces infrastructures reste essentiel pour mettre en œuvre une stratégie pertinente de développement au niveau local, régional, voire national. Ces infrastructures de transport sont des outils publics de développement du territoire. Ensuite, deuxième question, je souhaite vous interroger plus particulièrement sur la situation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. En avril 2015, l'État a cédé au consortium chinois Quasi l'Europe 49,99% des parts qu'il possédait. L'État a toutefois préservé 10,01, et les 0,1 sont importants. C'est quoi comme groupe? Le MoDem, le Mouvement démocrate de François Bayrou. Les collectivités locales possédant le reste du capital, c'est-à-dire 40%, qui sont détenues par la région Occitanie. Donc une question posée sur la stratégie du gouvernement par rapport aux aéroports. La part que possède encore par Jean-Luc Laglaise, qui est conseiller municipal de Toulouse. 0,1%. Mais l'État dispose d'un doctorat en informatique. Reste du capital qui lui reste, une option qui pourrait être exercée entre le 15 avril 2018 et le 15 avril 2019. Je me fais donc le effectivement l'aéroport de Toulouse qui avait été vendu en partie par l'État il y a quelques années à un consortium chinois. Une majorité publique ça avait fait une belle polémique à l'époque. Où va-t-il céder ses dernières participations? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des... C'est Bruno Le Maire qui va répondre sur la partie économique. Mesdames et messieurs les députés, non pas la ministre des Transports. L'État a cédé ses participations, une grande partie de ses participations, dans la société aéroportuaire de Toulouse-Blagnac en 2015. Et le consortium chinois dont vous avez parlé détient aujourd'hui 49,99% des parts. Depuis,
l'activité dans l'aéroport a augmenté de 16%, et 160 millions d'euros d'investissement ont été engagés sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Comme quoi, pas d'idéologie là-dedans, du pragmatisme, la cession d'actifs peut être efficace, stratégique et utile pour les sociétés aéroportuaires. L'aéroport de Toulouse en est le meilleur exemple. S'agissant de l'avenir, l'État conserve un peu plus de 10% des parts de cette société aéroportuaire. Nous verrons d'abord ce que veut faire le consortium chinois. Quelles sont les décisions? Est-ce qu'il compte rester dans l'aéroport? Est-ce qu'il compte céder ses parts? Nous saurons d'ici quelques mois quelles seront ces décisions. Ensuite, les actionnaires restants sont les collectivités locales et l'État. Il va de soi que l'État ne prendra aucune décision avant avril 2018, date à partir de laquelle il peut exercer ses cessions d'actifs sans avoir consulté les acteurs locaux. Ce qui compte au bout du compte, ce n'est pas de savoir si l'aéroport est public ou s'il est privé. Ce qui compte, c'est qu'il puisse se développer. Ce qui compte, c'est qu'il puisse y avoir de l'activité. Ce qui compte, c'est qu'il puisse y avoir des investissements pour qu'il reste moderne et innovant. Et l'État garde d'autres possibilités d'intervention sur les sociétés aéroportuaires qui sont les normes, les règles, les distributions de créneaux pour les vols et pour les compagnies aériennes. Donc vous le voyez, aucune idéologie. Bruno Le Maire qui répond que privatisation, pas privatisation, c'est pas la question. C'est chaque situation à étudier de manière globale. Merci, monsieur et concrète plutôt que sur l'idéologie. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune. Et sur le cas précis de Toulouse, Madame nous la verrons en avril 2018 quelles sont les intentions du consortium chinois et quel est l'avis des collectivités territoriales. Je vais vous dire mon indignation devant l'hommage qui va être rendu à Polanski par la Cinémathèque française en pleine affaire Weinstein et au moment où la parole des femmes agressées se libère enfin. Madame la ministre, la semaine dernière, dans une démarche commune, démarche inédite, une lettre ouverte a été adressée au président de la République par les professionnels des EHPAD, les organisations syndicales et aussi les directeurs d'établissement. Ils tirent la sonnette d'alarme sur la détérioration profonde et de prise en charge des personnes âgées dépendantes, mais aussi des conditions de travail des personnels. Très récemment, j'ai passé une journée complète avec eux. Ils ne supportent pas l'évolution de leur métier. Ils sont épuisés. Le taux d'absentéisme est important et pour cause. Il y a une réelle souffrance au travail, parfois même un sentiment de culpabilité pour des salaires très peu attractifs. Est-il digne de demander à une aide-soignante de déshabiller un résident et de le coucher en quelques minutes, sans pouvoir discuter avec lui, sans même l'entendre? Est-ce digne d'un pays développé comme la France de traiter ainsi ses anciens? Malgré les évolutions du secteur au cours des 20 dernières années... C'est quoi le lien entre l'affaire Weinstein et les EHPAD? Aucun examen. Je faisais juste un rebond sur leur degré de dépendance. La Cinémathèque française qui va rendre hommage à Polanski, qui a été condamné pour le coup de frein massif décidé en matière agressions sexuelles, des viols, je ne sais plus exactement. Dans certains EHPAD étaient nombreux, faute de moyens. C'est juste une introduction qui n'avait pas de rapport avec la question. Par ailleurs, si l'objectif poursuivi par la réforme des modes de tarification est louable, la mise en œuvre concrète est inacceptable en l'état pour certains établissements, notamment publics. Au vu de l'urgence de la situation, Madame la Ministre, quelle réponse allez-vous apporter aux nombreuses demandes de moratoire sur cette réforme de tarification, à la demande de pérennisation indispensable des postes existants, y compris donc la députée Christine Pires-Beaune, qui est députée PS de la 2e circo du Puy-de-Dôme depuis 2012, qui alerte le gouvernement sur la situation des EHPAD qui est très difficile en termes de des personnels, des moyens qui sont donnés pour les rémunérations et pour les moyens. Madame la députée Pires-Beaune, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez raison, nous avons à faire face à une situation où dans les EHPAD, les pensionnaires établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. De plus en plus importante. La part des soins et la part de la perte d'autonomie a beaucoup augmenté ces dernières années puisque les personnes arrivent maintenant en fin de vie. 90% de nos aînés restent à domicile et seulement 10% d'entre eux sont en établissement avec une moyenne d'âge de 87 ans. Agnès Buzyn qui répond, la ministre de la Santé et des Solidarités. De 2 ans. Pour remédier à cette situation, il y a eu un changement de tarification voté il y a 1 an qui permet d'augmenter la part du financement pour les soins et pour la perte d'autonomie. De ce fait, avec ce changement de financement, 80% des EHPAD vont être gagnants et 20% perdants. Pour autant, nous considérons que l'aide apportée, c'est-à-dire les 470 millions d'euros prévus pour cette réforme dans les 7 ans à venir, ne suffisent pas. Nous avons donc rajouté dans le PLFSS 100 millions d'euros en 2018 pour accompagner la part soignante
dans les EHPAD. Nous avons rajouté 10 millions d'euros pour équiper les EHPAD en infirmières de nuit de façon à éviter des hospitalisations donc, inutiles. la ministre Agnès Buzyn qui annonce une augmentation des moyens pour les EHPAD dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2018. Confié au Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie et au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, une réflexion globale sur l'avenir de nos aînés, l'avenir de la dépendance à l'horizon 2030, car je le rappelle à cette Assemblée, nous avons aujourd'hui 1,5 million de personnes qui ont plus de 85 ans et nous en aurons 4,8 millions de plus de 85 ans. Et elle annonce également une réflexion globale sur le vieillissement de la population en France. Et ainsi s'achèvent les questions d'actualité au gouvernement pour ce mercredi 25 octobre. J'espère que ça vous a plu. Fonctionnaire de catégorie A, c'est-à-dire, on a répondu exactement à la même question hier, Belfachier. La fonction publique est répartie en 3 catégories, catégorie A, B et C. Et en gros, la catégorie A, ça correspond au personnel Bac plus 5, ingénieur, cadre de la fonction publique. Et donc, c'est les fonctions, les métiers de la fonction publique qui sont catégorisés selon le niveau, pas tellement hiérarchique, mais le niveau de responsabilité en fait. Et ça permet de déterminer notamment la rémunération, entre autres. C'est un des éléments. Voilà, alors on va récapituler un petit peu tout ça. Je vais essayer d'être un peu clair, mais si je ne le suis pas clair, vous me le dites, je compte sur vous. On a parlé de la politique de la ville et des quartiers populaires défavorisés. Un député communiste qui s'est inquiété de l'évolution des différentes politiques qui, selon lui, les différentes politiques du gouvernement qui touchaient toutes négativement les quartiers populaires. Le gouvernement a répondu que c'est le fruit de décennies de politique, que si les quartiers défavorisés sont aussi défavorisés, que ça allait changer grâce à l'action du gouvernement pendant les 5 ans du quinquennat, et qu'il y a notamment un plan qui va être prévu en décembre, et que par ailleurs le budget de la politique de la ville est sanctuarisé pour les 5 prochaines années. Donc il n'y aura pas de baisse du budget de la politique de la ville pour les 5 prochaines années. Il y a une question sur la situation à Raqqa, et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a expliqué que c'était bien que Raqqa soit tombé, que ce soit plus aux mains de l'État islamique, mais que la situation est encore compliquée, et que donc ça va évoluer encore. Il faut rester attentif, mais que ça allait dans le bon sens. C'est un joli symbole. Ensuite, on a eu la police de sécurité au quotidien, une question qui a été posée par Julien Dive, le député pour lequel travaille notre amie Valentine. Une question des moyens donnés pour la police de sécurité au quotidien, sur comment ça allait fonctionner. Une annonce qui avait été faite par le président de la République et le Premier ministre. Il a soulevé la question du sous-effectif notamment. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a répondu que, comme annoncé, il y aura une augmentation de 10 000 postes dans la sécurité publique entre 2018 et 2022. Voilà. Une question sur le RSI, il y a des inquiétudes notamment sur la fin du RSI, le régime social des indépendants, qui va être intégré au régime général à partir de l'année prochaine. Une inquiétude sur la gestion informatique, sur les systèmes informatiques qui posaient problème sous le RSI. La ministre, je crois que c'est Agnès Buzyn qui avait répondu qu'il y a un comité de suivi qui va être mis en place pour surveiller cette intégration et qui fera des recommandations s'il y a des inquiétudes. On a une question sur le glyphosate de la part de Delphine Batho, l'ancienne ministre, sur l'interdiction des substances toxiques pour l'environnement et pour les humains, les êtres humains. Nicolas Hulot qui a répondu qu'il fallait une approche globale. En même temps, une approche globale sur la fin de l'usage de ces substances, mais aussi sur les pratiques à mettre en place par la suite. Et c'est comme ça qu'il justifie que le glyphosate, qu'il ne souhaite pas l'arrêt du glyphosate du jour au lendemain, mais une période de 3 ans ou 4 ans, ce sera des négociations qui vont être mises en place dans la Commission européenne, le temps de trouver des alternatives à tous les usages actuels du glyphosate. Donc il prône une approche globale. Une question sur la santé et sur les activités médicales, notamment dans les zones de déserts médicaux. Agnès Buzyn, qui a annoncé, la ministre de la Santé, a annoncé de nouveaux actes qui vont être possibles par les infirmiers et les professions paramédicales à partir de l'année prochaine, de nouvelles formations qui vont être mises en place, de façon à ce que la couverture du territoire pour certains actes médicaux soit plus pertinente, beaucoup plus efficace, beaucoup plus cohérente. Je vous résume grandement, il y a eu plein d'autres choses qui ont été annoncées, je vous laisserai regarder le replay évidemment si vous avez raté les questions. Mais voilà, je vous donne les grandes lignes.
Il y a eu une question sur le respect des droits humains, notamment en Égypte. Comment on peut avoir des relations internationales avec certains pays qui sont utiles sur la lutte, qui sont importants dans la lutte contre le terrorisme, mais qui en même temps ont une vision des droits de l'homme différente de celle de la France. J'essaie de faire de la diplomatie. La France, via la voix de Jean-Yves Le Drian, qui a rappelé qu'elle était très attachée aux droits de l'homme et qu'elle ne se privait pas de le dire, que ce soit de manière publique ou privée, même si elle accueille des chefs d'État dont le respect des droits de l'homme est différente de celle de la France. Ensuite, on a eu une question sur les réfugiés en Normandie, un député de Normandie qui s'inquiétait de l'augmentation du nombre de réfugiés sur les plages de Normandie, qui cherchaient à prendre le bateau à Ouistreham pour se rendre de l'autre côté de la Manche, chez nos amis du Royaume-Uni. Gérard Collot qui a répondu qu'il y avait eu une augmentation des forces de l'ordre de 30%, plus des patrouilles de l'opération Sentinelle à titre dissuasif pour éviter les tensions, éviter la violence, et qui réaffirme la volonté de développement de l'Afrique pour que ces réfugiés, ces migrants ne soient plus dans le besoin de quitter des situations de guerre ou de conflit ou de misère économique. On a une question sur le numérique en zone rurale, une question comme à peu près toutes les semaines sur pourquoi il y a aussi peu de numérique dans le territoire rural et pourquoi le gouvernement ne fait pas assez. Le gouvernement a répondu qu'ils sont très actifs avec les opérateurs en ce moment, notamment parce qu'il y a une renégociation des fréquences utilisées pour les téléphones mobiles, et que donc ils veulent mettre la pression sur les opérateurs pour développer dans les territoires ruraux. Il faut, le temps que ça arrive, ils viennent d'arriver au gouvernement. Une question sur la prévention à l'école, les risques médicaux, l'obésité, la pornographie, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. Le ministre Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui a répondu qu'il souhaitait mettre le paquet sur l'amélioration dans un premier temps du suivi médical des enfants. Les enfants, il l'a rappelé, à 6 ans, doivent passer un examen médical, tous les enfants en France. C'est pas le cas actuellement parce que les moyens a priori ne sont pas suffisants pour le faire. Donc il va mettre en place des mesures pour que ça soit fait vraiment. Et ensuite, il parle de travailler avec d'autres ministères pour le ministère de la Santé, le ministère de l'égalité des femmes-hommes notamment, pour des actions de prévention à l'école sur différents sujets. Une question de la France Insoumise sur les liens avec Sanofi du gouvernement et sur l'action du gouvernement face au scandale de la Dépakine. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a répondu qu'il y a une commission qui s'occupe du dossier qui va indemniser les victimes de façon à ce que les victimes ne soient pas contraintes, en plus du préjudice subi, de devoir gérer les poursuites judiciaires et toute la lourdeur que ça peut représenter, les difficultés que ça peut représenter de s'attaquer à une grosse firme comme Sanofi. Il y a une question que je n'ai pas tout à fait comprise sur la responsabilité des tours opérateurs dans le cadre des voyages, une application d'une directive européenne dans le droit français qui n'est pas exactement identique, et une députée qui se posait la question de est-ce qu'on risquait pas en France d'avoir un problème puisque la directive n'est pas appliquée de la même façon en France. En fait, l'histoire c'est que les voyagistes en France, quand ils vendent une prestation, ils sont responsables de cette vente, c'est-à-dire que si le client estime qu'il n'a pas la prestation qu'il avait achetée, c'est le voyagiste qui doit prouver que ça correspondait bien à ce qui a été vendu. Alors que d'après la députée, d'après la directive européenne, c'est le client qui doit prouver qu'il n'a pas ce pourquoi il l'a payé. Et donc voilà, Bruno Le Maire qui a rappelé qu'il préfère défendre de la manière la plus... Il l'a rappelé à sa façon, voilà. J'essaie de trouver les mots les plus justes, qu'il préférait défendre le client plutôt que le voyagiste dans les cas de litige. On a une question sur l'énergie éolienne, sur la volonté de transition énergétique et les impacts que ça peut avoir, notamment lorsque l'on veut installer des éoliennes sous-marines dans des zones de pêche et les problématiques que ça pose à l'économie locale, notamment l'économie de la pêche du coup, en bord de mer et en bord d'océan. On a une question sur l'avenir des aéroports, en particulier celui de Toulouse, qui est détenu en minorité, mais minorité à 49,99% par un consortium chinois. A priori, le consortium est en train de se poser des questions sur l'avenir de l'aéroport de Toulouse. Et la question du député, c'est de savoir quelle était la stratégie du gouvernement par rapport à ça. Le gouvernement qui a 10% des parts de la société aéroportuaire, donc qui gère toute l'activité de l'aéroport, et qui, en avril 2018, aura la possibilité de vendre ces 10% au consortium chinois, d'après les accords de 2015 de vente de cette participation. Le gouvernement a répondu qu'on verra en avril. On va déjà attendre de connaître les intentions du consortium chinois
Et de toute façon, les collectivités locales qui sont concernées, donc Toulouse et la région évidemment, seront consultées sur la stratégie à adopter. Et enfin, une dernière question sur la situation des EHPAD, des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Une députée qui s'inquiétait de la baisse du manque de moyens dans ces EHPAD avec l'augmentation de la population concernée. La ministre Agnès Buzyn a répondu que dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le PLFSS 2018, qui est actuellement en débat à l'Assemblée, il y a une augmentation des moyens qui sont donnés aux EHPAD, et qu'elle souhaitait une réflexion globale sur l'accueil des personnes âgées au sens large, enfin, sur le comment vieillir en fait en France aujourd'hui, et quels sont les moyens donnés à ça, que ce soit des personnes âgées dépendantes ou non dépendantes, compte tenu de l'évolution de la démographie en France. Et voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été clair? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir? La pêche pousse pas dans la mer, ça pousse dans les arbres, comme les œufs de vache. Ok, on atteint un niveau intéressant dans le chat. Voilà. Voilà. Faut pas prendre l'apéro en début d'après-midi en fait. C'est pas une bonne idée, globalement. Bonne idée, le live tweet QAG à chaque question, bien que ça spamme peu quand on a Acropolis en favori, mais ça permet d'avoir un bon résumé en 15 fois 140 caractères à refaire. Peut-être à changer de format, mais à refaire. On changera de format quand on aura 280 caractères sur Twitter, grand froid. Raclette ce soir, c'est pas prévu. Peut-être kebab du coup, parce qu'il y a eu plusieurs notifications autour des kebabs. Peut-être que ce sera kebab ce soir. Puis j'ai pas eu 130 € de dons, donc il n'y a pas de raclette quand il n'y a pas 130 € de dons. Quand auront lieu les prochaines émissions sur la communauté de l'ONU? Est-ce que Alexandre regarde ce live et est-ce qu'il a entendu cette question? Et si oui, va-t-il répondre? Je l'y invite. Voilà, et sinon vous pourrez lui poser la question demain soir pendant la libre antenne. Et ben voilà, a priori les questions sont posées, sont répondues. En attendant qu'il y en ait d'autres, je vais à nouveau remercier l'équipe de qualité qui a préparé cette émission. Sous l'égide de la talentueuse Amy, il y avait Romain, il y avait Thomas et il y avait... J'oublie toujours le prénom. Voilà, quelle indignité. Mais c'est parce qu'il a un pseudo différent sur le chat et du coup ça me perturbe. Voilà. Et il y avait... Je vais vous retrouver ça tout de suite. Benoît, Romain, Thomas, sous l'égide d'Amy, merci à tous. Merci à la modération qui a été de qualité comme d'habitude. Est-ce qu'on tient le coup sur le leader suprême Acropolis? Tché, je te pose la question, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as l'impression qu'on tient le coup ou pas? Ça, c'est la vraie question. Qui est-ce que je vais remercier? Je vais remercier les tipeurs qui ont tipé. Je remercie les tipeurs mensuels, grâce à qui on a un minimum de visibilité. Et ça, c'est assez pratique. Ça nous permet aussi de renouveler le matos. Et notamment, peut-être le mois prochain, une nouvelle carte son, qui sait, l'Arlésienne d'Acropolis. Je vais remercier Tom à la régie qui me regarde avec des yeux de régisseur, finalement, et qui fait un travail de qualité, comme toujours. Je vais remercier Jean Massier d'exister, tout simplement. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, le bon Twitter, le bon Facebook, tout ça, de mettre un pouce bleu sous la vidéo du replay et des lives, parce que c'est important. Je vous invite à regarder l'émission Au Canada ce soir à 19h45, en compagnie du bon Florian. Alexandre a répondu, la communauté de l'ONU est en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que Alexandre parle du nouvel ordre mondial? La question reste entière. Sur ce, je vous laisse donc rendez-vous ce soir à 19h45 sur Acropolis pour Au Canada. Et demain, ce sera la libre antenne à 21h avec Alexandre. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis gros bisous.